Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise à cette grande édition. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le ministère des Finances et de la Planification économique a présenté devant l'Assemblée plénière de la Chambre des députés un projet de loi visant à encadrer le commerce des actifs numériques, Virtual Assets. Selon ce ministère, il n'existait jusqu'à présent ni cadre institutionnel ni loi spécifique régissant l'utilisation des actifs numériques. De même, aucun mécanisme adéquat n'était en place pour en assurer le contrôle ou pour prévenir les risques liés à ce type de transactions. Il a également été indiqué qu'un rapport d'une organisation internationale spécialisée dans les questions financières et les marchés de capitaux a révélé qu'au Rwanda, la régulation du commerce des actifs numériques reste incomplète, d'où la nécessité de mettre en place des directives appropriées pour encadrer ce secteur. Le ministère des Finances et de la Planification économique a par ailleurs souligné qu'à ce jour, ces activités n'ont pas encore eu d'impact significatif sur le système financier national en raison de leur faible ampleur et de leur utilisation limitée. Toutefois, avec la croissance progressive du commerce des actifs numériques, des risques potentiels pourraient émerger, notamment des cas de fraude et d'escroquerie. Ceci pourrait être facilité par la création de plateformes frauduleuses visant à tromper les citoyens, souvent attirés par des promesses alléchantes et qui finissent par être victimes de vols. Dans le cas où le projet de loi serait adopté, il est prévu qu'il permette d'atteindre les objectifs suivants. Prévenir et réduire les risques potentiels, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié à l'utilisation des actifs numériques. Protéger les consommateurs et les investisseurs compte tenu de la nature des actifs numériques qui attirent souvent des investisseurs cherchant à tirer profit de la volatilité des prix, alors que ces actifs ne reposent pas toujours sur une valeur intrinsèque solide. Garantir l'intégrité du marché, promouvoir de bonnes pratiques et renforcer la transparence afin de prévenir les fraudes. Préserver la stabilité du système financier et limiter les risques pouvant découler de l'interconnexion entre ce secteur et celui des actifs numériques. Ce cadre contribuera également à renforcer la sécurité des plateformes numériques, à mieux protéger les données et à assurer la continuité de leur activité grâce à une plus grande résilience. Par ailleurs, les actifs numériques présentent plusieurs avantages potentiels. Ils constituent notamment une nouvelle forme d'investissement, à condition d'être bien encadrés. La tokenisation des actifs du monde réel peut améliorer leur liquidité, permettant ainsi à des biens difficilement négociables ou peu liquides d'être plus facilement accessibles sur le marché et échangés. Ils peuvent également réduire les coûts et les délais liés aux transferts internationaux de valeur. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. La coopérative Umwarimu Sacco amorce un tournant numérique. Désormais, tout membre souhaitant contracter un prêt devra introduire sa demande exclusivement via une plateforme digitale mettant fin à des formulaires papier. Une réforme qui intervient après plusieurs difficultés rencontrées sur terrain, à l'image de Fashijwenimana Ambroise, enseignant à l'école JS Rusarabuye dans le district de Burera. Récemment, il s'est rendu dans une agence de la coopérative pour solliciter un prêt, mais faute de remplir toutes les conditions requises, il est reparti sans obtenir ce service attendu. Cette nouvelle orientation a été adoptée lors de l'Assemblée générale tenue le 30 mars 2026. Plusieurs enseignants saluent cette mesure qui, selon eux, devra simplifier les démarches et réduire des obstacles liés aux demandes de crédit. De son côté, la directrice générale de Umwarimu Sacco, Wambagé Laurence,
assure que cette digitalisation permettra d'améliorer l'efficacité des services et de renforcer la qualité du traitement des demandes. Suivez-la. Le système lui indique également de manière automatique le montant auquel il peut prétendre, en fait d'éviter toute demande dépassant ses capacités. Grâce à une connexion intégrée, si le demandeur ne remplit pas des critères requis ou s'il n'est pas éligible à un certain niveau de crédit, la plateforme le signale immédiatement et rejette la demande. Une fois introduite, la demande est directement visible au niveau du siège, permettant un suivi en temps réel. Les équipes peuvent ainsi savoir quelle requête a été soumise et dans quel délai elle doit être traitée, conformément à la charte de service client. Au cours d'une rencontre qui s'est tenue ce lundi, les responsables au sein du ministère de l'Éducation, divers organismes gouvernementaux et les parties prenantes dans le secteur éducatif ont examiné les différentes stratégies mises en place par le gouvernement pour promouvoir l'éducation. Les détails avec Patrick Nilidandi. La réunion avait regroupé le ministère de l'Éducation avec ses partenaires afin d'examiner les stratégies visant à améliorer la qualité de l'enseignement conformément aux attentes du pays. Ouvrant officiellement les discussions, le ministre de l'Éducation, Joseph Ssengimana, a indiqué que les réformes mises en œuvre dans le secteur de l'éducation au cours des 5 dernières années ont porté leurs fruits malgré les défis persistants auxquels le gouvernement et ses partenaires continuent de s'efforcer de trouver des solutions. Le ministre a précisé qu'à ce jour, de la maternelle à l'université, le pays compte plus de 4,5 millions d'élèves et d'étudiants, soit près d'un tiers de la population totale du Rwanda. Le ministre Joseph Ssengimana a souligné que la mission du gouvernement est de garantir la réussite de tous les élèves et étudiants en veillant à ce qu'ils terminent leurs études dans les délais impartis. Se fondant sur les réformes mises en œuvre dans le secteur de l'éducation, le ministre a déclaré que le taux d'absentéisme scolaire a diminué de 6% par rapport à l'objectif fixé par son ministère. Ce résultat a été obtenu grâce aux efforts déployés dans le cadre du programme de soutien scolaire. Le ministère indique également qu'au cours de 5 dernières années, la part d'élèves suivant les filières professionnelles et techniques est passée de 15 à 40%. Le nombre d'élèves du secondaire inscrits en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM en sigle, a continué de progresser, passant de 130 000 à 153 000 entre 2024 et 2025. Afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de réforme de l'éducation, il est prévu d'électrifier les écoles à hauteur de 88%, de fournir de l'eau potable à 84% et de maintenir le taux de couverture de programmes d'alimentation scolaire à 99%. Merci Patrick. La grande édition continue sur Rwanda TV. L'Office rwandais des recettes a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération internationale en matière fiscale en signant un accord de partenariat avec la Direction générale des impôts de Madagascar. Cet accord stratégique vise à accompagner Madagascar dans la mise en œuvre du système de facturation électronique connu sous le nom de Electric Billing Machine, EBM, une technologie dans laquelle le Rwanda s'est imposé comme un modèle sur le continent. À travers ce partenariat, l'Office rwandais des recettes s'engage à partager son expertise technique et son expérience accumulée au fil des années afin de soutenir les autorités fiscales malgaches dans le développement et l'optimisation de leurs capacités en matière de digitalisation des services fiscaux. L'objectif est non seulement de moderniser les mécanismes de collecte des impôts à Madagascar, mais aussi de renforcer la transparence et l'efficacité du système fiscal. S'exprimant sur ce sujet, le commissaire adjoint chargé des impôts et de la communication à la Rwanda Revenue Authority, Witonze Jean Paulin, a indiqué à Rwanda Broadcasting Agency que Madagascar rejoint ainsi un nombre croissant de pays
pays ayant reconnu la pertinence et l'efficacité de ces technologies rwandaises. Il a souligné que le système IBM continue de produire des résultats probants au Rwanda, notamment en facilitant le suivi des transactions commerciales, en réduisant les fraudes fiscales. Introduite au Rwanda en 2013, la facturation électronique a profondément transformé le paysage fiscal du pays. Elle a permis d'améliorer de manière significative la conformité fiscale en garantissant une meilleure traçabilité des opérations commerciales. Aujourd'hui, plus de 90% des entreprises rwandaises utilisent ce système, témoignant de son adoption massive et de son impact positif sur la mobilisation des recettes publiques. Au-delà de ces résultats au niveau national, cette initiative illustre également l'ambition du Rwanda de devenir un centre d'excellence en matière d'innovation technologique appliquée à la gouvernance fiscale. En partageant son savoir-faire avec d'autres pays africains, le Rwanda contribue activement à la modernisation des administrations fiscales sur le continent tout en renforçant la coopération sud-sud. Cet accord avec Madagascar pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles collaborations similaires, consolidant davantage la position du Rwanda comme leader régional dans le domaine des solutions numériques au service de la fiscalité. Vous suivez la grande édition. Le ministère de la Justice a déclaré qu'il est désormais temps que les conseillers juridiques au sein des institutions publiques soient tenus responsables lorsqu'ils n'assurent pas correctement le suivi et la mise en œuvre des contrats liés au marché public, afin de prévenir des pertes financières de l'État. Michel Ladukunda nous en dit plus. Dans un entretien accordé à la presse, le ministre de la Justice et également procureur général, Dr Udirachewuja Emmanuel, a salué les progrès réalisés ces dernières années. Il a indiqué que comparativement aux périodes antérieures où l'État subissait des pertes importantes en raison des lacunes dans la préparation et le suivi des contrats entre l'État et les prestataires, des améliorations notables ont été enregistrées. Il a précisé qu'entre 2020 et 2023, les litiges impliquant l'État ont entraîné des pertes estimées à environ 1 milliard de francs rwandais, soit 9,3% de la valeur totale des affaires dans lesquelles l'État a été poursuivi. Si l'on considère par exemple les litiges liés au marché public, ceci représente 20% de l'ensemble des affaires, soit 227 dossiers. La majorité de ces contentieux est liée à la gestion des contrats. Toutefois, sur près de 200 affaires examinées, l'État en a remporté 91%, tandis que 27 dossiers, soit 9,3%, ont été perdus. Il est également nécessaire que les personnes responsables d'une mauvaise gestion des contrats soient tenues de rendre des comptes. En effet, lorsque des responsabilités sont établies et assumées, cela incite les autres acteurs à travailler avec plus de rigueur, sachant qu'ils pourront eux aussi être appelés à répondre de leurs actes. C'est d'ailleurs l'étape suivante à mettre en œuvre. Lors d'un atelier d'une journée ayant réuni des conseils juridiques issus des institutions publiques et des entités décentralisées, la télévision rwandaise a recueilli les impressions de certains participants. Ces derniers ont expliqué les mesures qu'ils comptent mettre en œuvre pour améliorer la préparation et la gestion des contrats entre l'État et les prestataires. Parmi les facteurs ayant contribué à la réduction des pertes financières de l'État liées au contentieux figure l'augmentation du nombre des professionnels qualifiés en droit. Cette évolution est notamment attribuée à la création de l'Institut de pratique et de développement du droit, ILPD, ainsi qu'à l'organisation régulière de formation et d'échanges portant sur les bonnes pratiques en matière de préparation et de gestion des contrats publics. Les membres de l'association Avega Agaozo, qui regroupe les veuves du génocide perpétré contre les Tutsis, participent actuellement à des échanges axés sur la promotion de la résilience. Ces discussions visent à préparer l'entrée dans la semaine de deuil ainsi qu'aux 100 jours de commémoration du 32e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Une analyse menée par l'association Avega Agaozo auprès de ses membres a révélé la nécessité de préparer
ceux qui portent encore des traumatismes avant le début des activités de commémoration afin de leur permettre de mieux faire face aux troubles liés au traumatisme. Madame Mukarugema Manzi Alphonsine, présidente de l'association Avega Gaozo, a partagé l'importance des échanges de résilience ainsi que les efforts déployés pour accompagner les membres de l'association à mieux traverser la semaine de deuil et les 100 jours de commémoration. Il faut ajouter que ces rencontres constituent en outre une occasion de revenir sur l'histoire et le parcours de reconstruction après le génocide contre les Tutsis, tout en renforçant l'espoir et en permettant de transmettre aux jeunes générations l'héritage de la résilience. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. La ville de Kigali a mis en garde les propriétaires de chantiers de construction qui déposent leurs matériaux sur la route, allant parfois jusqu'à les bloquer. Cette mise en garde intervient alors que certains habitants signalent des problèmes liés aux dégâts causés par l'eau lorsque les canalisations sont obstruées par les travaux de construction. Jean-Benoît Michel et Jean-Paul Tulatsinze. Les propriétaires de maisons en construction dans différents quartiers de Kigali font d'avoir un endroit pour déposer leurs matériaux, pierres, sable, briques ou terre, les mettre sur les routes, qu'elles soient asphaltées ou en terre. Ces pratiques gênent les usagers de la route et les endommagent, car certaines sont même rendues inutilisables alors qu'elles étaient praticables. Parfois, elles bloquent également les canalisations d'eau. Le vice-maire de la ville de Kigali, chargé des infrastructures et de l'urbanisme, de Saïmana Filigence, demande aux propriétaires de chantiers de prévoir des espaces dans leurs parcelles pour stocker leurs matériaux et d'éviter ces pratiques contraires à la loi. Il arrive que l'on voit des matériaux répandus sur la route. Il faut savoir que la route appartient à tout le monde, à tout moment, et doit rester praticable. Les propriétaires doivent donc trouver un endroit pour déposer leurs matériaux pendant les travaux, tout en laissant la route accessible. Dans tous les services que vous fournissez, même si vous effectuez des travaux sur la route, elle ne doit jamais être fermée. Pour améliorer la propreté, les propriétaires de nouvelles constructions sont... Nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.